Bienvenue dans Nzia, les chemins de la réussite à la comorienne. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un aventurier, on va rencontrer Amada Binali, qui est chef cuisinier, mais également traiteur. Nzia va vous raconter son histoire. Aujourd'hui, on dit bonjour à Amada. Bonjour. Bonjour Gali. Comment tu vas? Ça va, tranquille. Alors, on va faire une chose très simple. Tu vas te présenter, qui tu es, ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a amené dans ton domaine aujourd'hui. Après mon apprentissage de cuisine, donc je suis monté sur Paris. Et aujourd'hui, je suis chef cuisinier et je viens d'entreprendre dans le domaine de traiteur. Donc depuis... Très bien, on va revenir un petit peu sur ton côté. Je viens des Comores. Tu es venu des Comores en étant jeune, si je me rappelle bien. Comment ça s'est passé ton adaptation et comment tu allies ta comorienneté et ton côté un peu mzungu? Alors, moi je suis venu, j'avais 4 ans, donc très peu de souvenirs du pays. Donc c'est vrai que en dehors du côté familial, on va dire, on n'a aucune orientation de notre pays. Donc du coup, bon, moi j'ai appris à vivre et à connaître le pays dans lequel j'étais. Et au fil du temps, en fait, j'ai appris à connaître mon pays, mes origines, et à aimer ce qu'on était. Mais tu as appris à aimer ce pays en étant ici. Tout à fait. Très bien. Moi j'aurais une question avant de rentrer dans ce qui est un peu personnel. Qu'est-ce qui t'a amené dans la cuisine? Comment un jeune comorien dit aujourd'hui j'ai envie de devenir cuisinier? Ça n'a pas été une question que je me suis posée. Donc ma mère était dans la cuisine et ne sachant pas quoi faire, bah, elle m'a proposé d'aller faire un stage c'est drôle. Et que si son patron plutôt validait ce stage-là, bah, qu'il pouvait me prendre un apprentissage. Donc ça s'est fait comme ça et puis finalement on m'a signé un contrat d'apprentissage, donc voilà, j'ai suivi cette direction. Ouais. Donc j'ai fait mon CAP, ouais. De là je suis monté sur Paris, ouais. et j'ai rencontré un patron en fait qui m'a conseillé de continuer mes études pour essayer d'améliorer mes connaissances, et c'est ce que j'ai fait, et du coup bah, on m'a proposé un premier poste de chef à l'âge de 20 ans. Ouais. C'est très bien. J'ai envie de revenir sur le point de vue études. Hein. On est dans un circuit francophone. Les circuits francophones, c'est les diplômes. Il faut être docteur, il faut avoir un master, blablabla. Comment tu as pu vivre le fait que tu as commencé avec un travail qu'on peut qualifier de manuel, hein? Parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est important. Moi qui suis un autodidacte, j'en connais de l'importance, mais j'ai envie que les gens comprennent un peu que être manuel, c'est pas forcément moins valorisé ou moins valorisant que le reste des diplômes à avoir ton expérience. Comment tu as vécu ça en étant jeune et comment ta mère a su te faire aimer cette chose qu'en France on met tellement en valeur? Je me souviens que le jour où mon père a appris que que j'allais faire de la cuisine, il s'est tout de suite dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ce métier? Aux Comores, on n'a pas besoin de cuisinier. Donc, moi, sur cette réflexion, je me suis dit, avec un pays où il y a tout à faire, quand même, comment se fait-il qu'on n'a pas besoin de cuisinier? Mais en dehors de ça, je suis toujours parti du principe où malgré la société dans laquelle on vit, je suis parti du principe où on n'a pas forcément besoin de diplôme pour être quelqu'un, pour réussir dans sa vie. Donc c'est vrai que souvent les gens étaient valorisés par leur diplôme, respectés par leur diplôme ou leur statut, mais en creusant, il n'y avait rien derrière. Donc au final, le diplôme, oui, mais quand on sait en faire quelque chose. Donc, diplôme fait le métier,
mais pas les, Pas l'homme. pas l'homme. Bon, là on va rentrer dans un petit truc qui est un détail, mais qui n'est pas un détail. Aujourd'hui, très peu de gens le savent, mais tu es chef chez enfin, on peut pas dire un grand resto, mais un resto à ses côtés quand même, parce que tu es dans les quartiers chics de Paris. Hein, Oui, c'est quand même. les Parisiens peuvent savoir ce que c'est le 8e arrondissement. Comment on devient chef étranger, hein, à Café Madeleine? Bah, Café Madeleine. J'y suis tombé un peu. Bon, je dirais pas par hasard, je dirais plus par confirmation de compétences. Dans le sens où j'avais commencé quelques extras au Georges V, qui fait partie du groupe de Café Madeleine. Le Georges V quand même. Hein. Voilà. Et puis bon, voilà, le patron a apprécié en fait mon travail et du coup a souhaité me garder dans son groupe. Donc j'ai fait une saison au Jardin de Luxembourg, donc un restaurant à l'intérieur du jardin. En fait, tu choisis que des beaux restos, quoi. Non, je vais. Moi, c'est un peu au feeling. C'est un Le peu. feeling, il va crier le luxe. Hein? Non, je dirais pas le luxe, parce que sinon j'aurais fait du gastro. Je dirais pas le luxe. Je dirais l'utilité. L'utilité par rapport au profil de notre communauté. Ok. Parce que l'idée, c'était de m'orienter dans des types de gastronomie et types d'entreprises qui pouvaient me servir par la suite. Donc, il fallait que je puisse adapter mon expérience acquise pour l'avenir. Et tu vas nous parler de Masiwani. Hein? Moi, j'aime bien ce terme parce que Masiwani, ça englobe un peu l'uniformité. Donc, ce que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui, c'est comment tu mets un peu de ton africanité dans cette jolie chose que tu fais, dans ces jolies choses que tu fais, en dégustation, en cocktail, voilà. Apporter un peu de saveur afro dans on va dire dans un concept européen. C'était dans un premier temps, c'est quelque chose quand même, c'est un exercice que je fais depuis un petit moment dans mes différents restaurants. Parce que je voulais savoir en fait si déjà en termes de saveur, en termes de palais, c'est quelque chose qui pouvait parler au grand public occidental. Vu qu'ils sont vu qu'ils apprécient la gastronomie. Donc à l'inverse, Masiwani. Masiwani en fait, c'est vrai qu'au départ je suis parti de nos origines, donc les Comores, archipel. Donc archipel, ce qui veut dire composition de différentes îles. Mais moi j'ai voulu aller un peu plus loin, où en regardant le continent africain et son histoire, on se rend compte qu'au final c'est plusieurs petits pays. Donc au final on peut considérer que c'est des archipels. Donc là tu vas loin quand même, hein, parce que prendre un continent entier... oui, bien sûr, bien sûr que dans son ensemble c'est un continent. Là tu sais le Zolof. Mais quand on divise les choses, quand on sépare les choses, tu vois, on se rend compte que on est tous dans un coin, même si on est du même continent, mais on est tous dans un coin. Donc au final, on est plusieurs petits pays ou plusieurs petites îles. Donc c'est une composition d'un archipel. Donc c'est un archipel réuni. Voilà. Continent. Voilà. Donc de ce fait, je me suis dit pourquoi pas essayer de réunir cet ensemble autour de la gastronomie. Très bien. Là, tu vas nous parler un petit peu de ta création, parce que là, tu es chef, c'est-à-dire que tu es employé, même si tu as un bon poste. Comment tu es passé de ton côté chef à devenir entrepreneur? Voilà. À quel moment tu as le déclic de dire il faut que je crée mon truc? Il est apparu au moment où j'ai commencé à faire des allers-retours aux Comores, seul. Donc j'ai pu tourner, voir un peu le besoin et la situation réelle du pays. Et donc dans ces besoins aussi. Et j'ai voulu trouver une utilité ou une orientation de par mon métier. Donc qu'est-ce que je pouvais faire de ce que je savais faire, tu vois, au niveau de ce pays ou pour ce pays.
Et c'est de là en fait où je me suis dit, bon, voilà, faisons ce qu'on sait faire. Donc moi je sais faire de la cuisine, j'ai fait de l'hôtellerie, donc orientons-nous vers cette direction. Massiwani, ça fait un petit moment que j'ai voulu créer, un service traiteur, oui, okay. Parce que bon, je pense que voilà, je pense qu'au fond de moi j'ai toujours eu l'âme d'entreprendre et j'ai jamais aimé être dirigé. Entreprise parce que volonté de liberté. Aussi. Entreprise parce que volonté de liberté, ça c'est important. Et partager les idées, partager le savoir-faire aussi. Ouais. Aujourd'hui, tu as ce statut un peu de traiteur, comme nous avons, et je tiens à souligner un petit clin d'œil à Wassi, qui est également traiteur, même si son resto, pour des raisons administratives, n'est plus ouvert, mais il continue aussi à se battre pour tenir un peu son métier. Donc je tenais à le signaler parce que il fait un travail assez considérable. Bon, revenons sur le côté entrepreneurial. Comment tu fais pour mener lapsus, comment tu fais pour mener Massiwani et le chef? À quel moment tu vis? À quel moment tu dors? Ah, ça a été une très grosse préparation. D'autant plus que tu as une armada de personnes que tu mets sous tes ordres quand même. Oui, mais c'est bon, déjà ça a été un travail psychique à faire, une préparation vraiment, voilà, déjà en moi-même. Et puis après, il y a des choses qui sont assez simples pour moi, dans le sens où diriger une équipe, c'est quelque chose que je fais dans mon quotidien. Donc, j'avais juste à changer de personnel, simplement. Et l'avantage, c'est de pouvoir les diriger comme moi je l'entends. Donc, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, bon, c'est ce côté, oui, ce côté administratif, ce côté structuration, qui fait que qu'on apprend tous les jours sur le tas. Parce que bon, moi, j'ai pas fait d'études à ce niveau-là, donc j'apprends tous les jours et autour de mes rencontres, autour des événements aussi. Donc je m'adapte à la demande et je corrige quand il faut corriger. Très bien. Alors là, on va regarder un peu ce que fait Amada avec Massiwani, traiteur. Là, on va rentrer dans un truc un peu plus spécifique. J'ai envie que tu nous dises quelles étaient les difficultés que tu rencontrais en tant qu'entrepreneur. Difficultés. T'en as pas eu, quoi? Bah, je suis de nature à simplifier les choses. Ok, là, si t'as pas eu de problème, moi je lâche tout, je te suis. Hein. Je t'avoue que... moi je lâche tout, non, mais des problèmes spécifiques, des problèmes, bon, problèmes d'ordre administratif, oui, mais bon, ça fait partie de la structuration, on va dire. De structuration au niveau personnel, au niveau du personnel, dans le sens où pour pouvoir former une équipe à son image, ou en tout cas à l'image dans laquelle on veut aller, ça c'est bon, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de se répéter et ça demande de fidéliser aussi une équipe. Donc oui, de ce côté-là, ça a été assez difficile. Comment toi aujourd'hui tu trouves tes clients?
Parce qu'on sait que pour tout créateur d'entreprise, il faut une étude de marché, parce que sinon on ne sait pas quoi vendre. On peut avoir une belle idée, mais qu'on ne sache pas à qui la vendre. Okay. Là, aujourd'hui, tu es traiteur. On sait que tu travailles beaucoup avec les communautés afro et aussi avec les occidentaux, mais tu en fais un peu ta clientèle spécifique, parce que comme tu me disais, tu as envie de développement à l'Afrique aussi. Comment tu trouves tes clients? Comment tu prospectes? Déjà, il faut savoir que j'ai choisi cette orientation de traiteur, parce que ça aurait très bien pu être un restaurant, de par mon métier. Donc là, l'orientation de traiteur était pour toucher une grosse communauté, arriver à créer un réseau autour de l'Afrique. Moi, mes clients, les 2 premières années, on va dire, je les ai eus de bouche à oreille, principalement. Parce que j'ai fait aucun travail de com. J'avais aucune visibilité sur les réseaux sociaux. C'est volontaire? C'est volontaire. Okay. C'est volontaire parce qu'avant avant de montrer mon image, avant d'être sous les lumières, comme on dit, j'avais besoin d'être prêt, j'avais besoin que ça soit structuré, que mon produit soit fini. Okay. Donc, avant ça, je ne voulais pas. Okay. Donc là, aujourd'hui, je commence à entamer, on va dire, la partie com. Okay. Voilà, faire quelques apparitions sur des événements où on rencontre le grand public et avoir le temps de présenter notre projet, voilà, parler de ce qu'on est. Et pour l'instant, ça me convient. Bien. On va parler de développement parce que effectivement, c'est une entreprise qui ne grandit pas, finit par disparaître. Et j'ai envie de dire aux gens que tu commences déjà à toucher un peu l'international. L'Afrique, l'Europe un peu plus éloignée dans nos frontières. Comment ces gens-là arrivent vers toi? Est-ce que c'est toujours par le bouche à oreille? Est-ce que ce sont des gens qui arrivent dans Paris et qui tombent dans une soirée un peu chicose dans les beaux quartiers et puis qui se disent tiens, pourquoi pas lui? Non, principalement aussi de bouche à oreille, dans le sens où c'est des gens qui m'ont rencontré dans un événement et de par leur relation ont partagé l'information. Ou c'est des gens qui m'ont retrouvé ou entendu parler sur Facebook. Toujours dans le réseau. Toujours dans le réseau. Donc aujourd'hui, l'avantage, c'est que on va dire que sur le peu de rigueur que j'arrive à apporter, les gens prennent l'initiative de communiquer et de transmettre justement cette adresse. Est-ce que tu peux nous donner 4-5 dates clés qui ont formé, qui ont forgé l'homme que tu es devenu? Alors, je dirais première date, mon premier poste en tant que chef. En tant que chef, je dirais, c'est un grand mot. C'est un grand mot parce que, en fait, en pleine période de mon BEP, j'ai mon chef de formation qui quitte l'entreprise et que de là, la patronne me propose le poste. Donc tu deviens chef. Voilà. Après, j'ai tenu quand même à justement à confirmer ce statut, et à continuer à apprendre et en ayant une certaine liberté. Deuxième date, je dirais la naissance de ma fille. C'est le 6 juillet 98, quand même. Ah. Coupe du Monde. Belle date pour certains, voilà. Doublement pour toi. Voilà. Donc, deuxième date, surtout que j'avais souhaité l'avoir à cet âge-là, donc c'était parfait pour moi. Très bien. Troisième date, je dirais la naissance de mon fils. Je dis papa. Quelques années plus tard, mais bon, voilà. Alors, je ne peux pas fixer de date précise, mais je pense que au moment où j'ai eu cette motivation d'entreprendre, mais réellement entreprendre, donc je savais que c'était ma direction, je pense que ça a été un déclic. Nzia, c'est les chemins de la réussite. Nzia, c'est ce chemin un peu sinueux qu'on fait
à l'intérieur de soi pour devenir entrepreneur? Selon toi, si tu devrais donner ta perception, ton idée et conseils, qu'est-ce que tu dirais à un monsieur, une dame, un jeune, un moins jeune, pour devenir son propre boss et peut-être devenir le patron de quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut, quel déclic il faut pour devenir chef d'entreprise? Je dirais déjà apprendre un métier. Apprendre un métier. Quand on prend les références ou les codes d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en tout cas dans son idée. C'est quelqu'un qui maîtrise quelque chose. C'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier aussi du temps, des gens parfois. Donc il faut être prêt. C'est une rigueur. C'est une rigueur à avoir dans son quotidien. Il ne faut pas oublier que la rigueur, elle se fait par la maîtrise des choses, mais aussi par le respect de ce qu'on fait et des gens qui nous donnent cette possibilité de grandir. Sans ça, sans les gens, on n'est rien, comme on dit. Donc, le client est roi. Je suis pas très fan de ce proverbe. Je suis pas très fan de ça. Parce que j'estime que aujourd'hui tu es client, demain c'est moi qui suis client. Et demain, tu vois ce que je veux dire? Demain tu es entrepreneur. Donc, de ce côté-là, si moi j'ai le respect en tant qu'entrepreneur, je dois aussi l'avoir en tant que client. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ouais. Et vice-versa. Or que le fait de dire le client est roi, le client devient arrogant parce qu'il est client. Non, faut pas. Ça arrive. Non, parce que là, on ressort ton côté un peu parisien. Non, du tout. Non, mais c'est simplement que voilà, moi j'aime l'équilibre des choses. Donc, j'oublie pas que aucun poste n'est figé, aucun poste n'est acquis. Donc, il faut pas oublier ce qu'on est aujourd'hui, il faut pas oublier ce qu'on veut devenir demain. C'est une belle phrase, ça. Donc, voilà. On va dire au revoir à madame parce que je pense que c'est bien de finir sur une belle phrase. Faut pas oublier ce qu'on veut devenir demain. Faut se démerder, faut travailler dur, faut prendre l'expérience, faut prendre les conseils, faut faire des études de marché, faut savoir ce qu'on veut faire. Faut se préparer pour prendre le chemin. Hari wanzende hule et kangalia. Merci à vous et à la prochaine. Merci.